On y va? Ok, on a une petite heure de retard, si j'en crois mon programme. On va essayer de rattraper ça avec des intervenants qui seront stratégiques et disciplinés dans leur présentation. Je me présente rapidement, Jean-Benoît Manès, je suis représentant adjoint de l'UNICEF ici, ancien chargé des urgences et du suivi-évaluation. Ce qui me permet d'introduire le sujet qui est données statistiques et recherche, comment mieux accompagner action et politique. Alors a priori, ce n'est pas un sujet qui mobilise les foules, mais en fait c'est vraiment indispensable pour l'action terrain parce qu'on n'intervient pas dans le sud de Madagascar comme on intervient au Kosovo. On n'intervient pas avec une action qui couvre de façon indiscriminée toutes les populations et tous les villages dans une zone donnée, fût-elle soumise à la même urgence. Et donc la recherche, la collection, la dissémination, l'analyse de données sont essentielles pour nous permettre d'affiner nos réponses. Donc avec moi sur le panel, nous avons Monsieur Randriamirana, qui est de l'Institut national des statistiques, qui va nous expliquer comment l'État et l'Institut mettent en place des programmes de renforcement pour nous donner ces données. Nous avons Monsieur Aloula Pankours de l'Université d'Addis Abeba, qui va nous expliquer comment s'adapter aux dynamiques, parce que la situation n'est jamais figée, et comment justement pouvoir prendre en compte des données et des situations qui évoluent. Monsieur Olivier Benquet d'ACF, va nous expliquer comment justement on va pouvoir guider l'action des ONG et amener le changement sur la base des données et des évaluations qui sont faites. Enfin, Madame Dolores Pourrette va nous donner une perspective sur le rôle de l'anthropologie, qui est parfois... Pardon? Je me suis trompé sur le nom? Non, ça va. Qui est donc une des bases qui sous-tend évidemment toute la compréhension du contexte et des réponses. Je propose qu'on commence directement par Monsieur Randriamirana, et qui va nous présenter son intervention en 10 minutes. Oui, merci beaucoup, monsieur. En fait, mon intervention va axer sur comment structurer la recherche, l'enseignement et les données au service des politiques publiques. Comme nous le savons tous, il y a eu un moment où la notion de gestion axée sur les résultats est d'une importance capitale, dans la mesure où on a besoin des indicateurs objectifs pour mesurer le suivi des activités, l'évaluation des programmes ou bien même l'élaboration des politiques, aussi bien au plan national qu'au plan international. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, nous, à l'INSTAT, nous avons constaté qu'il y a un besoin de plus en plus croissant de demande d'information statistique au niveau national de la part des utilisateurs de données. Mais qu'est-ce qu'on constate en fait? Il y a un manque de ressources, aussi bien humaines, matérielles et financières, dans la production des données statistiques. Donc voilà en quelque sorte le contexte. Augmentation des données, des besoins en données statistiques, mais manque de moyens pour la production des données. Donc la production de statistiques n'échappe pas au système économique classique. Mais je vais un peu expliquer le système statistique national. En fait, si on parle de données, il faut savoir un peu le système statistique national qui est constitué à la fois des producteurs de données et des utilisateurs de données. Donc là, il fallait que nous sachions ce point-là. Donc si on parle de système, ce n'est pas seulement les producteurs de données, mais aussi les utilisateurs de données. Lorsqu'on parle de producteurs de données, là, il y a les départements ministériels et effectivement l'INSTAT, mais aussi les autres organismes spécialisés comme la Banque centrale ou autres organismes qui sont en charge de produire des données statistiques. Et là, nous parlons de statistiques publiques, des statistiques officielles. Ça, c'est un point des acteurs du système statistique national, mais il y a aussi les utilisateurs de données qui font partie du système. Là, on n'entend pas les utilisateurs, par exemple, les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les universitaires et les chercheurs, les étudiants et le public en général.
Et en plus de ces deux axes-là, les producteurs et les utilisateurs, il y a aussi les systèmes de coordination, de suivi et évaluation des données comme le CECIS ou le SNIS. CECIS, là, c'est la coordination des comités de coordination des informations statistiques et économiques. Et SNIS, c'est le système national intégré de suivi et évaluation. Donc voilà, si on parle du système statistique national, sachez qu'il y a les producteurs de données, les utilisateurs de données, et il y a un système de coordination, de suivi et évaluation qui essaie de coordonner ces deux points-là. Et il y a aussi les textes et les lois qui régissent la statistique, à la fois la coordination, la production, donc tout ce qui est activité qui tourne autour de la statistique. Et si on voulait savoir les plans d'action en matière de statistique, sachez qu'il y a aussi la stratégie nationale de développement de la statistique, la SNDS. Nous, à Madagascar, nous avons déjà la SNDS première version. Et maintenant, nous sommes en train d'élaborer la stratégie seconde génération en ce moment-là. Si on va essayer de voir un peu l'interaction entre la recherche, l'enseignement et les statistiques, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'au niveau de l'enseignement essaie de bâtir des ressources humaines qualifiées, pour ne pas dire de haut niveau, des ressources humaines qui sont à même de manipuler les données, de produire les données et aussi d'utiliser les données à des fins d'analyse. Donc voilà, dans l'optique de recherche là. Voilà, côté enseignement. Côté statistique, les statistiques, c'est à la fois une méthode et un outil. Une méthode dans la collecte des données, avec les métadonnées avec. Et les statistiques aussi, c'est les chiffres. Donc, vous connaissez tous les bases de données, les indicateurs qu'on calcule à partir des chiffres-là. Et enfin, avec la recherche. En fait, la recherche, si vous voulez, la recherche essaie d'ajouter de la valeur ajoutée à la statistique. Donc, c'est la recherche qui complète un peu la chaîne de valeur. Si on se limite seulement dans la production des données, c'est comme si on a une mine d'informations qu'on ne voulait pas utiliser pour essayer d'expliquer les faits, les causes ou bien les conséquences des phénomènes qui existent au niveau socio-économique. Donc la recherche essaie d'utiliser les données. Donc les données, c'est en quelque sorte un input pour les recherches, pour expliquer les phénomènes. Et par là aussi, la recherche essaie d'affiner, d'améliorer la méthodologie de collecte des données et enrichir les connaissances à travers les recherches comme input. Donc, si vous voulez, l'enseignement, les statistiques, la recherche, c'est comme un trio gagnant qui nous sert d'accompagner les politiques et les actions. Et comment y parvenir pour que ce trio soit un trio gagnant? Il fallait qu'il y ait une meilleure coordination du système, le système statistique, je veux dire, et de bien définir aussi les politiques d'accès, de partage des données, parce que sinon, on aurait des difficultés à utiliser les données. Donc là, je parle des lois, les textes, mais à part cela aussi, on peut essayer de créer cette forme de plateforme de concertation entre producteurs et utilisateurs de données parce que vous voyez, des fois, même si les lois sont là, des fois les lois deviennent caduques à un moment donné. Donc il fallait qu'il y ait ces plateformes-là pour essayer de faire circuler de manière beaucoup plus facile les données entre les utilisateurs et les producteurs et de faire aussi des protocoles d'accord. L'INSTAT fait pas mal de protocoles d'accord maintenant avec les ministères, comme le ministère des Finances, avec les douanes, avec certains organismes pour qu'il y ait un accès aux données dans la production des données. Et comment aussi y parvenir? Il fallait que le gouvernement, parce que là on parle de statistiques publiques, il fallait que le gouvernement investisse dans la production des statistiques pour qu'on ait beaucoup plus d'input dans la recherche. Parce qu'il fallait dire que même si on veut faire beaucoup plus de recherche, si on n'a pas les inputs, les données, donc on est un peu coincé pour aller un peu plus loin. Donc il fallait que le gouvernement investisse beaucoup plus dans la production des données pour avoir plus d'input. Et aussi, il fallait aussi motiver les jeunes chercheurs
et faire des colloques, des séminaires pour que les résultats des recherches aussi puissent être accessibles à tous les décideurs, à tout le public. Voilà en fait ma contribution. Je vous remercie. Merci infiniment pour avoir été à la fois stratégique et court. Je pense que les trois messages importants sont que même dans les situations un peu humanitaires ou de développement, essayer de faire appel aux systèmes nationaux pour avoir des données qui sont incontestables et qui puissent être utilisées dans notre plaidoyer avec les décideurs, et même guider les décideurs eux-mêmes est une approche indispensable. Le deuxième message, et pour les nombreux donateurs dans la salle, ou ceux en tout cas qui vont lire le rapport, c'est que la production de données a un coût à la fois en termes de ressources humaines, un coût évidemment financier, et qu'il y a parfois une petite réticence à financer ces éléments. Donc on note que le gouvernement de Madagascar a pris certaines mesures. On pense qu'il y aura peut-être des questions sur l'étendue et le suivi. Mais également, donc, nous-mêmes tous, utilisateurs de données, devons contribuer ou en tout cas planifier le coût de cette collection. Évidemment, les données, ça donne une petite baseline, mais une situation d'urgence se caractérise par son dynamisme. Et donc, l'intervenant suivant va nous expliquer justement comment peut-être utiliser certains outils et approches pour adapter les réponses humanitaires à l'évolution rapide de la situation. Merci. Permettez-moi de vous transporter de votre grande et belle île vers la corne de l'Afrique et l'Éthiopie, encore une autre île dans les hauts plateaux de l'Est de l'Afrique. Si le Madagascar s'est détaché du reste de l'Afrique autrefois, dans l'avenir, une partie de la corne de l'Afrique, la grande faille va se détacher et vous rejoindre dans l'océan Indien. Mais d'ici là, la transition humanitaire dont le professeur Mattei nous a parlé sera complète et je suppose que le terme humanitaire lui-même aura sombré au fond de l'océan. En tout cas, ma tâche est encore plus difficile aujourd'hui parce que même si une bonne partie de ma carrière, j'ai travaillé plus directement sur des questions qui ont un rapport direct avec l'humanitaire, en particulier les disettes, les famines, les migrations, les réinstallations de population. Aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre de l'importance des études longitudinales à long terme et qui peuvent nous surprendre beaucoup sur les résultats que l'on trouve. Et je vais prendre deux cas de travail comparatif à long terme et vous donner 3 exemples du premier cas. Il s'agit d'un projet dans 4 pays qui s'appelle Young Lives, où nous suivons 3000 enfants, 2000 qui sont nés en l'an 2000. Et je vais vous parler de 3 sujets: la malnutrition et les effets sur la croissance et le progrès des enfants, l'éducation préscolaire et l'accès à l'école et la qualité de l'éducation, et le mariage précoce, le genre et les inégalités. Et ensuite, si j'ai le temps, un autre projet, étude comparative de 20 communautés sur 20 ans. Et je vais vous parler de comment ces communautés ont été complètement transformées par des processus d'urbanisation. Ce sont des communautés rurales et comment les inégalités sont devenues beaucoup plus marquées et la formation d'élites et de classes sociales. Alors, pour en commencer avec Young Lives, et donc au Pérou, en Inde, au Vietnam, en Éthiopie, nous suivons dans chaque pays 2000 enfants nés en l'an 2000 et 1000 qui sont plus âgés, qui ont maintenant 22 ans. Et suivons ces 2 cohortes. Si vous regardez en bas, la cohorte jeune, qui avait l'âge de 1 année en 2002, et maintenant, juste maintenant, on est en train de les suivre 16 ans plus tard, pour la 5e fois. Et de même, la cohorte plus âgée, on peut comparer les 2 cohortes avec un écart de 7 ans pour voir les différences et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant.
Alors, juste pour vous montrer les points rouges sur la carte de l'Éthiopie, qui n'est pas encore dans l'océan Indien, mais qui va l'être un de ces jours. Et vous pouvez voir aussi que sur 15 ans, on n'a pas perdu une grande partie des enfants qu'on suit. Certains, malheureusement, la mort, les gens ceux qui ont quitté le pays, etc., ou ceux qu'on n'a pas pu retrouver, mais n'empêche qu'on a pu garder les deux cohortes jusqu'à présent. Alors, le premier sujet que je veux aborder, c'est la question de la malnutrition. Et là, nous avons pu prouver quelque chose qui a surpris tout le monde. C'est-à-dire que jusqu'à très récemment, l'orthodoxie dans le monde du développement et de la sanitation et de l'alimentaire, c'était que les premiers 1000 jours étaient tellement importants que si un enfant était mal nourri pendant cette période, c'était foutu, c'était la fin. Alors, en suivant les enfants, dans les 4 pays, on a pu démontrer, en les suivant à l'âge de 5 ans, 8 ans et 12 ans, on a pu démontrer qu'en fait, c'est possible pour une certaine partie des enfants de se rattraper, non seulement leur taille, mais aussi des résultats positifs dans leur expression, dans leur capacité cognitive, dans les examens que nous les avons donnés en maths, en langue, etc. Mais, par contre, les inégalités continuent à être marquées. Par exemple, parmi les enfants de familles riches, le rattrapage est presque complet et ça ne l'est pas dans les familles pauvres. Et nous avons aussi trouvé des choses assez intéressantes, que l'éducation des parents est très importante. Et si les grands-parents vivent dans la maison, ça aussi, ça peut avoir un effet important. Évidemment, l'accès à l'eau potable, l'hygiène publique, les services de santé. Et en Inde, l'effet positif du repas de midi à l'école. Et donc, ça montre que ce n'est pas seulement les 1000 premiers jours. Évidemment, les 1000 premiers jours sont le plus important et nous ne voulons pas essayer de vous convaincre que ça ne l'est pas, car ça l'est évidemment, mais n'empêche qu'il y a un potentiel de rattrapage. Mais aussi, il y a des risques de rechute dans des conditions, surtout dans des conditions de famine. Deuxième exemple, les effets à long terme de l'éducation préscolaire. Alors, on a pu démontrer que les enfants qui ont eu la possibilité d'aller au jardin d'enfants et d'avoir des classes préscolaires ont des meilleurs résultats quand ils grandissent, à l'âge de 5 ans, de 8 ans, de 12 ans et maintenant à 15 ans même. En maths, en langue, passage d'examen en secondaire, etc., jusqu'au bac. Mais, dans le contexte éthiopien, au moins, le service préscolaire était laissé au secteur privé et urbain, donc c'était plutôt les familles riches. Alors, depuis nos résultats, le gouvernement éthiopien s'implique à penser que le public doit s'investir plus dans le secteur préscolaire. Aussi, dans le secteur de l'éducation, les questions de la qualité de l'éducation primaire. Alors, on a pu comparer les cohortes au même âge, avec 7 ans d'écart, à l'âge de 8 ans et de 12 ans, et on a pu démontrer que l'accès, le pourcentage d'enfants qui allaient à l'école s'est amélioré, mais par contre, la qualité de l'éducation, quand on regarde par exemple les examens de maths et de langue, a baissé. En Éthiopie et en Inde, mais le contraire au Vietnam et au Pérou. Donc, l'intérêt de ces études comparatives sur la même façon de faire les études, les mêmes méthodologies dans des pays différents, dans des contextes différents. Finalement, la question du mariage précoce et la fertilité dans les 4 pays, qui aurait pu s'imaginer, même nous, tous les chercheurs des 4 pays, si on nous avait dit qu'à l'âge de 19 ans, ce sera l'Éthiopie qui aurait le taux de mariage précoce le plus petit, personne n'aurait cru. En fait, ça s'est avéré qu'on a trouvé ces résultats et c'était assez intéressant pour nous. Alors, on a commencé à creuser, essayer de comprendre. Et vous pouvez voir là que déjà, quand vous regardez la ligne rouge, c'est l'âge de 18 ans. Et vous pouvez voir que dans les contextes urbains, ça c'est les enquêtes de démographie
en 2000, 2005, 2011, et maintenant on vient d'avoir 2016 que j'ai pas le droit encore de vous montrer, mais qu'il y a une baisse de ce mariage précoce, mais évidemment des différences très très importantes et régionales. Et sur la carte, vous pouvez voir donc le plus foncé, c'est là où l'âge moyenne des filles qui se marient est plus bas. Donc, première remarque, les différences incroyables entre les filles et les garçons à l'âge de 19 ans, 13% des filles déjà mariées, tandis que moins de 1% des garçons, mais des différences très nettes entre zones urbaines et rurales, entre les riches et les pauvres, des ménages, l'éducation des parents. Et très important aussi, la différence, il faut en parler beaucoup, entre les filles de l'âge de 13 et 15 ans qui souvent n'ont aucun choix et celles de 16 et 17 ans qui sont en dessous de l'âge légal du mariage. Et ce matin, on avait commencé à aborder les questions éthiques. Est-ce que les enfants ont des droits même s'ils sont mineurs? Il faut se le poser. Et moi, je serais parmi ceux qui disent que dans certains cas, les enfants de 16, 17 ans ont la volonté et le vouloir d'agir, que ce soit le fait de travailler ou de se marier. Et en Éthiopie, il y a une loi qui le permet dans des circonstances exceptionnelles, mais que personne ne connaît. Mais moi, qui fais des travaux là-dessus, je n'étais pas du tout au courant. Mes collègues à l'UNICEF ne seraient sans doute pas d'accord avec moi. On a des débats souvent, mais c'est les données qu'on a trouvées, qu'il y a une volonté parmi les jeunes plus âgés, les adolescents plus âgés, de prendre leurs responsabilités, qui est très très différent et qu'il faut utiliser les ressources qu'on a pour protéger les adolescents plus jeunes. Et donc, je crois qu'il faut faire une distinction éthique entre les enfants plus jeunes et les enfants plus âgés, ou les adolescents du moins. Alors, voilà, vous pouvez voir les questions de pauvreté et de richesse, les différences urbaines et rurales, et les différences régionales qui montrent l'importance de la culture et qu'il faut prendre ça en compte. Il me reste une minute. Une minute, d'accord. Alors, dans une minute, je vais vous montrer des photos, c'est plus sympa. Je viens de terminer un livre c'est sur les dynamismes du bien-être et du mal-être en Éthiopie avec des collègues, 20 villages sur 20 ans. Juste pour vous dire qu'on a divisé les 20 villages en communautés vulnérables et celles qui sont autosuffisantes, et qu'on a vu des transformations en une génération tout à fait incroyables, inouïes. Ces endroits ne sont plus les mêmes endroits que nous avons visités il y a 20 ans à cause des changements en infrastructure, en services, en communication, et surtout l'urbanisation dans les contextes ruraux. C'est tout à fait foudroyant les changements que ça a apporté. Nous parlons de rurbanisation, c'est-à-dire les valeurs et les façons d'agir que l'on trouve dans les villes qui commencent à pénétrer même dans des régions assez lointaines des villes. Et la densification des liens entre les zones rurales et urbaines qui s'accélère à une vitesse assez rapide et qui nous a vraiment surpris. Et finalement, la croissance des inégalités entre les riches et les pauvres. On a parlé auparavant des élites, entre les jeunes et les vieux, les jeunes qui n'arrivent plus à avoir accès à la terre qui est contrôlée par les vieux. Plein d'inégalités qui deviennent de plus en plus marquées. Voilà, deux photos. Alors, les données de Young Lives et du projet WIDE, Wellbeing Dynamics in Ethiopia, sont sur les deux sites. Merci infiniment. Et je pense qu'on a pu voir qu'en effet, trop souvent, nos approches se réduisent à évaluer la situation à un instant T, en oubliant que les enfants qu'on a étudiés, entre guillemets, qu'on a recensés à telle date, grandissent, ont des nouveaux besoins, de nouvelles interventions, mais peuvent aussi, du coup, participer, et bon, alors peut-être pas sur le mariage, on peut en discuter, mais en tout cas, être plus impliqués dans leur propre développement.
ce qui est un effet positif. L'avantage également, c'est que je pense que ce genre d'études démontrent que certaines interventions sont effectives, ont un impact, en notant toutefois évidemment que, vous l'avez vu je pense par ailleurs, les moyennes nationales peuvent évidemment cacher de grandes inégalités entre les groupes de revenus et les groupes géographiques. Je pense que globalement, quand même, c'est une présentation optimiste. La difficulté, peut-être, c'est qu'on ne dispose pas toujours de 20 ans pour faire ces études. Alors, Monsieur Olivier Binquet va nous expliquer comment, du point de vue d'une ONG, on peut utiliser les données et la récolte d'informations pour orienter l'action, peut-être dans un laps de temps un peu plus limité. S'il réussit à charger sa présentation. Oui. Bonjour à tous à nouveau. Je profite du moment de charger la présentation pour remercier à nouveau le Fonds de la Croix-Rouge française pour l'organisation de ce forum, de ce séminaire, et puis remercier l'IEP pour l'accueil. L'objectif de ma présentation est d'essayer d'apporter un regard peut-être un peu plus de terrain, d'une organisation non gouvernementale qui intervient sur le terrain à Madagascar, mais également dans une 50aine de pays dans le monde. Je ne vais pas me centrer, il y avait deux thématiques sur le sujet, la question des données statistiques qui aurait été bien traitée par mon voisin de l'INSTAT, et puis la question de la recherche. Je vais dire quelques mots sur la question de la donnée statistique et sur la sensibilité, l'importance de ce type de données, notamment en ce moment. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu plus de la place que doit prendre la recherche opérationnelle dans l'évolution de nos modes opératoires et dans la manière dont on peut essayer d'être plus efficace dans notre approche opérationnelle sur le terrain et dans notre capacité à répondre mieux aux besoins des populations les plus vulnérables. Juste quelques mots sur la question de la donnée et de l'importance de cette donnée. Je pense qu'aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, le 29 novembre, on est au cœur de cette question. On est au cœur de cette question parce que depuis le mois de juin-juillet, on aura entendu, vous aurez entendu, nous avons tous entendu toutes sortes de données diverses et variées sur la situation dans le Grand Sud de Madagascar. Je vais vous le montrer. Nous intervenons dans le Grand Sud de Madagascar. Aujourd'hui, nous intervenons dans 4 districts. Alors, Tuléar, qui n'est pas le plus touché, on le sait tous. Bétiouk, ça commence à être un peu plus compliqué. En Pani, la situation est délicate. Et Amboissar, où la situation commence à être critique. Je vais faire extrêmement attention aux mots que je vais utiliser. Ces données, aujourd'hui, elles sont cruciales. Elles sont cruciales non pas pour être en capacité de comprendre la situation d'individus, pour comprendre la situation de quelques ménages ou de nombreux ménages, pour réussir en tant qu'humanitaire, en tant qu'acteur social, à être en empathie avec ces populations. En revanche, elles sont cruciales pour la manière dont on va être en capacité de communiquer autour de cette situation. Et quand je dis on, c'est au sens très large, c'est-à-dire dans un premier temps, nous les acteurs de terrain, et puis nos collègues du système des Nations Unies, les représentants de l'État malgache, et puis au-delà de ça, les médias internationaux. On a entendu, suite au sommet de la francophonie, on a pu lire dans certains médias des alertes sur une famine sans précédent dans le sud de Madagascar. On a pu avoir certains grands représentants du système des Nations Unies au niveau mondial parler d'une famine sans précédent qui rappelait ce qui avait pu se passer en Somalie dans les années 90. La donnée, la qualité de la donnée, la qualité des éléments statistiques qu'on va être capable collectivement de produire vont nous permettre de savoir exactement de quelle situation on parle. Et en fonction de cette situation, on va être en capacité d'intervenir. On a beaucoup parlé ce matin du manque de financement, du fait que Madagascar pouvait parfois être orphelin de l'aide. C'est en grande partie vrai, mais on ne pourra faire évoluer cette situation que si on dispose de données extrêmement précises et de données
réellement scientifiques. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je n'irai pas plus dans ce débat-là. Je partage le fait que la situation de la grande majorité de la population aujourd'hui dans le Sud, on parle des 1 400 000 personnes en insécurité alimentaire et 800 000 personnes en insécurité alimentaire sévère, la situation est grave. La situation est extrêmement préoccupante et il est important qu'on soit en capacité d'intervenir, de trouver des fonds pour intervenir et de répondre du mieux qu'on peut aux besoins des populations. Nous ne sommes cependant pas dans une situation de famine. Une situation de famine implique qu'on a un taux de mortalité élevé, répété, lié à un problème d'insécurité alimentaire sévère. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et nous faisons tous tout collectivement pour que cela ne le soit pas prochainement. Voilà sur la donnée, c'est une illustration très, très actuelle de l'importance de ces statistiques, de ces données qui peuvent parfois paraître un peu confus. On est des acteurs de terrain, faut qu'on mette en jeu des programmes, mais on ne peut mettre en jeu ces programmes que si on a réellement les données. Après, la question de la recherche, la question de l'importance de faire évoluer nos pratiques d'un point de vue scientifique, c'était plutôt celle-là que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc en prenant évidemment l'exemple d'Action contre la faim à Madagascar dans un premier temps et de manière générale. Très rapidement, Action contre la faim à Madagascar, on y est présent depuis 2012. On intervient dans les deux thématiques. La thématique, on en parlait ce matin, le développement, l'urgence irréconciliable. Bon, Action contre la faim essaye à la fois de travailler dans la lutte, dans la prévention de la sous-nutrition, à travers des approches multisectorielles, et également dans la préparation et la réponse aux urgences. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait en tant qu'organisation dans le monde entier depuis 1979 et qu'on reproduit à Madagascar. Bon, comme vous pouvez le voir, on intervient à la fois au niveau de Tana et dans le sud, comme je l'ai cité tout à l'heure. Sur ces différents programmes, depuis 2012, qui est assez récent finalement, on a eu l'opportunité, on a fait le choix d'associer certains programmes très opérationnels avec des programmes de recherche. À titre d'exemple, on est en train de conclure un projet qui aura duré 4 ans dans le district de Betiouk, de prévention de la sous-nutrition, de manière intégrée, avec des projets en sécurité alimentaire, des projets psychosociaux et des projets dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Sauf qu'en tant qu'acteur, en tant qu'opérateur humanitaire, aujourd'hui, il est quasiment impossible de se dire on va réussir à trouver de l'eau rapidement dans la zone du plateau karstique du sud, du district de Betiouk. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour pouvoir mettre ça en œuvre, on s'est associé avec l'Université d'Avignon, qui a une expertise en hydrogéologie, et on a profité pour mener une recherche qui aujourd'hui va pouvoir être pérennisée par une implication de l'Université de Tuléar, par l'installation de sondes piézométriques au niveau d'un certain nombre de points d'eau, enfin, sans rentrer dans les détails techniques, par tout un dispositif qui va permettre aux autorités malgaches, Direction régionale de l'eau et université, d'être en capacité de suivre la disponibilité de cette ressource en eau. Et on est tous bien conscients aujourd'hui que le premier problème dans le Sud, c'est la ressource en eau, et que si on réussit à accompagner collectivement la capacité des autorités malgaches à maîtriser cette ressource en eau, eh ben on aura peut-être contribué à une partie de la solution au problème. Je vais pas tout lire, je vais accélérer un petit peu. Donc ACF, une ONG qui depuis toujours a donné beaucoup de valeur à la qualité de l'expertise technique. C'est une organisation qui a toujours été reconnue dans le monde de l'action humanitaire par sa spécificité, qui depuis toujours a contribué à la recherche dans le domaine de la nutrition. C'est des chercheurs et des collaborateurs d'ACF qui avaient créé à l'époque le F100, qui est une farine nutritionnelle qui avait été une des premières farines mises en œuvre pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Et donc très rapidement, Action contre la faim a mis en place un dispositif de recherche, un département de recherche au sein de l'organisation, afin de promouvoir au maximum une forme de recherche observationnelle, donc de faire en sorte que le chercheur soit en position d'observation sur les programmes. Donc c'est toujours compliqué de réussir à faire la part des choses entre un programme très opérationnel et un besoin de recherche. Cependant, si on ne met pas en œuvre ces activités de recherche,
on ne réussit pas à évoluer. Le texte est trop dense pour un PowerPoint, mais en résumé, on intervient de manière générale dans des contextes relativement extrêmes. Les situations des populations sont extrêmes. Elles peuvent être extrêmes à plusieurs niveaux. Elles peuvent être extrêmes de par des conditions de sécurité difficiles, de par des conditions climatiques difficiles ou rendues encore plus compliquées du fait de catastrophes ou d'événements climatiques sévères. Elles peuvent aussi être tout simplement extrêmes parce qu'on n'a pas accès à la ressource, on n'a pas accès aux intrants nutritionnels, par exemple. On est sur une zone où, pas de problème, on sait soigner la sous-nutrition aiguë sévère. Sauf que si on n'a pas accès aux intrants nutritionnels, eh ben, il faut développer des méthodologies d'intervention différentes. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que, en permanence, on se doit d'être innovant. Nos structures, nos organisations avons le devoir, l'obligation d'être innovants pour nous adapter aux situations, d'une part aux situations des populations les plus vulnérables qui évoluent, et puis d'autre part pour s'assurer que en permanence on essaye de répondre du mieux possible à la situation, aux situations de ces populations. Et donc à partir de là, une fois qu'on a mis en œuvre des innovations, eh bien on va essayer de développer au maximum des recherches qu'on va tester, qu'on va mettre en œuvre grâce à un certain nombre de terrains d'observation, de terrains d'intervention qu'on peut avoir. Et c'est là où il est extrêmement important que nous, opérateurs terrain, ayant accès à des zones d'intervention un peu difficiles, réussissions à travailler main dans la main avec la communauté des chercheurs aussi. Alors c'est pas toujours facile, on parle pas toujours le même langage, on n'arrive pas toujours à se comprendre, on peut avoir des contraintes un peu différentes, mais c'est que en jouant vraiment ce jeu-là qu'on réussira à faire avancer nos pratiques. Bon, donc je vais pas tout lister, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc je vous ai parlé très brièvement de un ou deux exemples de recherche mises en œuvre par Action contre la faim à Madagascar. Sur la carte qui est là, donc les pays en jaune sont les pays d'intervention d'Action contre la faim dans le monde. Les petites pastilles oranges sont des recherches en cours. Donc pour vous illustrer l'importance qu'on peut apporter à la recherche. Alors là, petit montage, voilà, il y en a plein, on ne va pas toutes les lire. Un petit peu dans toutes les thématiques, majoritairement évidemment sur la thématique centrale qui est la nôtre de la lutte contre la sous-nutrition ou la prévention de la sous-nutrition, sous-nutrition au sens large évidemment, donc à la fois en travaillant sur des thématiques spécifiquement liées au traitement de la sous-nutrition ou sur des thématiques qui sont on va dire périphériques du traitement de la sous-nutrition. Tous les projets dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène par exemple ont des impacts directs sur la sous-nutrition. Et là c'est un peu la même chose mais mis dans une forme différente pour vous montrer le type de recherche qu'on peut mettre en œuvre. Évidemment, toutes ces recherches, ACF, Action contre la faim, n'a pas la prétention d'être un institut de recherche, que nous soyons clairs là-dessus. Donc toutes les recherches sont mises en œuvre en partenariat avec des universités, des instituts de recherche à travers le monde et finalement bénéficient assez bien d'un certain nombre de financements parce que nos partenaires techniques et financiers apportent également beaucoup d'importance à cette thématique de la recherche et à l'amélioration de notre capacité à intervenir au mieux dans les situations critiques. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Binquet. Et je pense qu'en effet, je vais utiliser un mot que vous avez mentionné, les situations extrêmes. Le monde de l'humanitaire est un peu habitué ou a été habitué ou veut s'habituer à des situations extrêmes. Il y a des famines, des crises, des morts ou des non-morts. Alors qu'on se rend compte que les données qui viennent du terrain sont parfois plus complexes que ça, présentent des situations en effet avec des poches, avec des situations un peu inégales. Et c'est le rôle de la communauté internationale, de la communauté humanitaire, de la communauté locale, d'éduquer les médias, d'éduquer les donateurs, parce qu'évidemment, c'est plus facile de communiquer sur 1,4 million de personnes vont mourir demain matin que, vous savez, il y a 3 différents grades de malnutrition qui dépendent des villages, des districts, etc. Donc c'est vraiment notre responsabilité à tous d'utiliser ces données, même quand elles ne vont pas, entre guillemets, dans le sens de la simplicité.
Le deuxième point qui est intéressant, c'est vraiment par rapport à la recherche. Donc, on a peut-être aussi cette vision de la recherche comme étant quelque chose d'exclusivement universitaire ou de la base de très grands groupes et fondations. Et nous tous avons expérimenté des bonnes pratiques, des innovations qui, couplées une fois de plus à des systèmes un peu rigoureux, renforcés par des universitaires, peuvent permettre d'apporter des changements qui, une fois de plus, ont fait leur preuve au niveau du terrain. Donc ce sont des éléments qui sont clés, à mon avis, dans l'évolution actuelle, en particulier dans le Sud. Mais cette évolution dans le Sud, pour être sûr qu'elle soit adaptée aux besoins de la situation, requiert aussi une certaine connaissance de la situation locale, en particulier de ce point de vue anthropologique. Donc on va revenir à une étude un peu plus de fond sur le rôle de l'anthropologie dans la réponse aux urgences. Oui, merci de me donner la parole. Donc, je suis Dolores Pourrette, anthropologue de la santé à l'IRD. Effectivement, c'était intéressant d'avoir le point de vue d'un humanitaire dans cette table ronde et le point de vue d'un chercheur en anthropologie. Voilà, donc je voulais aussi remercier les organisateurs de ce séminaire, notamment Virginie Troy, qui a beaucoup travaillé pour cette organisation. Et bravo aussi de l'avoir organisé ici à Madagascar, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux en termes de développement et de questions humanitaires. Donc, merci. Mon propos, ce que je voudrais un petit peu développer aujourd'hui, c'est de montrer comment l'anthropologie peut contribuer à la mise en œuvre de programmes de développement, d'actions humanitaires à Madagascar, donc dans un contexte où le pays est confronté à des crises récurrentes, latentes, liées, comme on l'a dit ce matin, à la pauvreté, à des aléas climatiques, à des crises politiques chroniques. Donc, je rappelle juste un petit peu les principes méthodologiques de l'anthropologie. C'est vraiment que le chercheur est immergé dans le groupe social ou la population qu'il étudie et il réalise des observations de pratiques sociales, des observations participantes ou non, et il recueille des récits de vie. Mais ça demande une recherche souvent un petit peu sur le long terme. On peut identifier différents moments, 3 moments au cours desquels l'anthropologue peut intervenir dans la mise en place de programmes humanitaires ou de programmes de développement. Donc, en amont du programme, l'anthropologie peut identifier les fondements socio-culturels des problématiques locales. Donc, je reviendrai sur ce point avec un exemple précis, et participer aussi à la mise en place du programme, c'est-à-dire identifier les modalités d'action, les outils à mettre en œuvre et les acteurs locaux notamment à mobiliser pour mettre en place ce programme. Donc je prendrai l'exemple du paludisme sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années ici à Madagascar. Alors on a des indicateurs chiffrés qui rendent compte du nombre de cas de paludisme dans différentes régions, des indicateurs qui nous donnent des chiffres des épidémies. Et à Madagascar, il y a une politique de prévention du paludisme qui passe par la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides, les campagnes d'aspersion intradomiciliaire d'insecticides, le TPI, traitement préventif intermittent, et la prise en charge médicale des cas de paludisme. Mais en anthropologie, on a réalisé plusieurs études qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a toujours quand même autant de décès liés au paludisme, pourquoi les gens ne se protègent pas suffisamment, et qui nous ont permis de comprendre les fondements socioculturels justement du paludisme, c'est-à-dire quelles sont les représentations, les conceptions locales du paludisme. Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que les gens s'en protègent ou pas? Et ce qu'on a pu mettre en évidence notamment, c'est que le paludisme n'est pas perçu comme une maladie grave identifiée comme telle, mais c'est un symptôme lié à la fièvre qui peut être associé à d'autres maladies comme la grippe ou autres, et qu'on n'identifie pas forcément immédiatement comme une maladie grave. Ensuite, en ce qui concerne les causes du paludisme, la population ne sait pas forcément que le paludisme est lié à la piqûre du moustique. Mais
les populations associent plutôt le paludisme à des causes de manque d'hygiène, de fatigue liée au travail agricole, et même parfois à des causes sociales comme des campagnes de vaccination, lorsqu'une épidémie de paludisme survient juste après une campagne de vaccination, par exemple, ou encore des causes surnaturelles pour lesquelles il faut faire intervenir un devin guérisseur et pour lesquelles le médecin ne peut rien. En ce qui concerne les questions de prévention aussi, ce qu'on a pu montrer, par exemple, c'est même si les familles bénéficient de moustiquaires gratuitement, tous les membres de la famille ne peuvent pas les utiliser parce que dans de nombreuses régions à Madagascar, un garçon et une fille, à partir de 10-12 ans, ça dépend, ne peuvent pas dormir ensemble, côte à côte. Donc quand on distribue 2 moustiquaires pour une famille qui compte un couple et 3 enfants, 2 filles et un garçon, déjà, tout le monde ne peut pas dormir sous les moustiquaires. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que l'impact des campagnes de prévention qui mettent l'accent sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans ont eu pour répercussion que les hommes se sentent de moins en moins vulnérables par rapport au paludisme. Et donc beaucoup d'hommes disent de toute façon, moi en tant qu'homme, je ne peux pas avoir le paludisme, donc ça ne sert à rien que je dorme sous moustiquaire. Concernant aussi les causes de retard aux soins qui expliquent aussi la mortalité liée au paludisme, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'au-delà des causes structurelles liées à l'éloignement des centres de santé, par exemple, il y a beaucoup d'autres causes qui font que les gens ne recourent pas aux soins. Il y a la méfiance vis-à-vis des médecins, par exemple, le manque de connaissances, comme je viens de dire, sur la gravité du paludisme et le recours premier à l'automédication qui se fait systématiquement, quels que soient les symptômes. Concernant mon deuxième point, donc la participation à la mise en œuvre de programmes de développement, ce qu'on a fait à la suite de ces études sur le paludisme et ce qui doit être fait systématiquement à la suite des études anthropologiques, c'est de proposer des recommandations en termes de prévention, d'action, de campagne d'information et de prévention. Donc, par exemple, là, dans ces cas-là, on avait fait des recommandations concernant les supports des messages, alors plutôt oraux dans certaines régions, plutôt diffusés à la radio ou par des membres de la communauté. Et on a fait des recommandations aussi sur la distribution des moustiquaires en termes de période de distribution, de nombre de moustiquaires distribués, etc. Alors, deuxième moment d'intervention de l'anthropologie, c'est pendant la mise en œuvre des programmes et des actions humanitaires, programmes de développement, etc. Et là, il s'agit de faire une véritable ethnographie du programme, c'est-à-dire une véritable étude anthropologique de ce qui est en train de se jouer sur la scène humanitaire, sur l'arène, qui est une arène singulière de mise en place du programme, et de voir comment se jouent les relations entre les acteurs qui mettent en place le programme et les bénéficiaires. Il s'agit aussi d'étudier la perception qu'ont les différents acteurs, les bénéficiaires, les commanditaires, les agents du programme et des différents acteurs impliqués. Il s'agit aussi d'étudier finement les enjeux sociaux, c'est-à-dire quels sont les bénéfices attendus par les différents acteurs et à quels enjeux de pouvoir tout ça peut amener, parce que les bénéfices attendus ne sont pas forcément les mêmes, comme on le sait, pour les bénéficiaires et les intervenants. Et étudier aussi, prendre en compte toutes les reconfigurations, les modifications des situations qui sont causées par la mise en œuvre du programme. L'impact du programme, en fait, sur les pratiques et les discours des populations, sur ce qui est en train de se jouer. Et il faut éventuellement réévaluer, remodifier aussi les outils qu'on est en train de mettre en place pour qu'ils soient mieux adaptés à la situation qui est elle-même en train d'évoluer. Troisième moment, c'est après la fin du programme. Bien sûr, l'anthropologie peut être à même d'évaluer les retombées concrètes de l'action,
Donc, y a-t-il eu des impacts sur les pratiques, les connaissances, les relations sociales? Et est-ce que ces impacts sont positifs ou négatifs? Il faut poser la question, est-ce que les objectifs du programme ont été atteints ou pas? Et quand je parle d'effets négatifs, je prends juste un exemple d'une étude anthropologique que j'avais menée suite à un essai clinique concernant l'essai d'une pommade contre la puce chic. Donc la puce chic à Madagascar, des puces qui pondent leurs œufs sous les ongles. Il me reste combien de temps? Ça va. Et en fait, on avait testé cette pommade dans plusieurs Fouktan, dans une zone assez réduite. Et ce qui était ressorti, moi j'avais fait une étude anthropologique 2 mois après la fin de ce programme, c'est que ça avait créé des relations de jalousie entre les gens, et ces tensions de jalousie perduraient plusieurs mois après la fin du programme, car tous les groupes n'avaient pas été concernés par la proposition de tester la pommade. Donc certaines personnes n'en avaient pas eu, d'autres avaient eu des chaussures pour se protéger et d'autres encore avaient une pommade. Et ce qui était ressorti aussi, finalement, c'est que avec cette intervention, l'infestation de puces chic était devenue une catégorie nosologique, une maladie, alors qu'auparavant c'était juste un désordre, une gêne qu'on pouvait traiter par des pratiques locales. Et finalement, ça a créé une attente vis-à-vis du système de soins qui finalement ne prend pas en charge cette nouvelle maladie, entre guillemets. Donc il peut aussi, bien sûr, y avoir des effets négatifs. Donc pour conclure, les enjeux pour Madagascar, je pense, sont importants. Dans la mesure du possible, il faudrait impliquer de plus en plus l'anthropologie à toutes les phases de mise en œuvre du programme. Et ça veut dire aussi former des étudiants en anthropologie. Alors il y a des universités qui forment les étudiants en anthropologie, mais peut-être pas suffisamment appliqués au développement et à tous ces questionnements. Et vraiment, on voit bien comment l'anthropologie peut apporter des connaissances très fines et approfondies des populations et des pratiques locales, en vue, bien sûr, d'éviter que les programmes de développement soient pensés et conçus au nord et appliqués de manière un petit peu standardisée au sud. Et à Madagascar, l'enjeu, c'est aussi de tenir compte des spécificités locales, puisque à Madagascar, on n'est pas dans une culture malgache, mais dans vraiment différentes cultures et qui ne sont elles-mêmes pas figées. Donc il y a vraiment des enjeux pour tenir compte de cette diversité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et on cite souvent la phrase de Gandhi que ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Et on est beaucoup de professionnels du développement ou de l'humanitaire ici qui arrivons avec nos certitudes et nos connaissances, qui sont souvent valides, et qui en effet ne comprenons pas pourquoi les gens n'amènent pas leurs enfants se faire vacciner ou utilisent leur bed nets, comment on dit, moustiquaires pour aller à la pêche. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche, pas pour juger mais pour comprendre à la fois comment on peut améliorer le programme lui-même et surtout éviter les effets négatifs non prévus. Pour moi, donc, à ce titre, cette intervention est une bonne transition pour la table 5 que vous aurez demain sur comment s'assurer que les interventions humanitaires qui, par définition, interviennent dans un système qui existe sans nous à l'origine, vont contribuer à faire plus de bien que créer d'effets négatifs à court terme et à long terme non voulus. Donc je pense que pour résumer un peu le panel, on a eu une vision assez large de l'éventail de la question des données et de la recherche. Tout d'abord avec un premier rappel sur le fait que des systèmes sont nécessaires, des systèmes existent, que ces systèmes sont coûteux en termes de ressources financières et humaines, que la collecte de données, une fois qu'elle est faite, peut ne pas contribuer à ce à quoi on attendait et peut être plus complexe que ce qu'on avait envisagé au départ. Ce qui nous implique également de changer notre communication, notre éducation, que l'action terrain peut contribuer à la recherche pour améliorer concrètement la façon dont on délivre l'aide humanitaire, que cette aide et ce développement ne doit pas s'envisager seulement sur l'action immédiate, mais peut avoir une vision longitudinale à plusieurs années,
qui nous permet aussi de changer la perspective qu'on a sur, je dirais, notre public cible, qui ne devient plus seulement bénéficiaire, mais acteur potentiel, parce qu'une fois de plus, les enfants deviennent adolescents, les adolescents deviennent adultes. Et enfin, que tout ceci doit se faire dans le cadre d'une compréhension, évidemment, du milieu dans lequel on interagit, à la fois pour une efficacité immédiate, mais éviter de créer de nouvelles crises par nos interventions, fussent-elles pleines de bonne volonté. Je félicite les membres du panel qui ont tous été extrêmement disciplinés sur la durée de leur intervention, ce qui nous permet peut-être de procéder à certains échanges, questions, vu que je pense que chacun d'entre eux avait beaucoup plus à dire sur leur domaine d'intervention et peut-être même sur les autres.